Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. La compagnie sucrière sénégalaise rassure sur la disponibilité du sucre pendant le Ramadan et le Carême. Selon les responsables de la structure, tout a été mis en place pour un bon approvisionnement du marché lors de ces deux grands événements religieux. La sensibilisation, c'est le maître mot des citoyens après l'annonce de l'arrestation des individus qui évoluent dans la propagation du VIH-Sida. Selon les autorités, doivent prendre les devants, mais également la sensibilisation doit commencer dans les familles. Dans cette édition également, nous allons parler de cette séance de formation sur le mécanisme de signalement et d'autoprotection des enfants. C'est à Rufisque. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre la vulnérabilité liée aux enfants. À Nioro, les habitants veulent embellir la ville. Selon eux, la localité manque presque d'infrastructures. Ils ont décidé de prendre en charge cette question et de ne pas attendre les autorités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La compagnie sucrière sénégalaise rassure les populations quant à la disponibilité du produit sur le marché lors du mois béni de Ramadan, mais également du Carême. Les responsables de cette structure qui ont d'ailleurs effectué une visite sur les lieux estiment qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour assurer un bon approvisionnement du sucre sur le marché, mais également faire en sorte que le produit ne connaisse pas une hausse. Momar Alissignon et Mokhtar Seck. La compagnie sucrière sénégalaise a reçu la visite des autorités administratives locales, des associations consuméristes et du directeur du commerce intérieur. Ceci dans le cadre de la journée portes ouvertes organisée à quelques jours du début du Ramadan et du Carême. Une initiative qui avait plusieurs objectifs. De montrer à nouveau à l'ensemble de nos partenaires toutes les activités que mène la CSS, et particulièrement durant la campagne sucrière, qui a débuté au mois de novembre et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mai. C'était l'occasion aussi de leur partager en toute transparence tous les efforts qui sont faits en termes d'investissement par la CSS pour développer le plan que l'on appelle KT 220, c'est-à-dire qui vise à produire d'ici quelques années 220 000 tonnes de sucre, ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, la CSS aura 150 000 tonnes de sucre à mettre à disposition du marché. Une visite qui a beaucoup rassuré la direction du commerce intérieur quant à la disponibilité du sucre durant les mois à venir. À l'issue de cette visite, on est satisfait du niveau de stock qu'on a constaté sur place, du process qui est mis en place et qui permet de permettre aux populations sénégalaises disposer de sucre de qualité. Et en cela, on est vraiment satisfait. Au-delà de la disponibilité du produit, le problème de la distribution et de l'accessibilité s'est toujours posé. Cependant, les associations de commerçants qui étaient également dans cette visite ont tenu à rassurer les autorités et les populations. C'est vrai, le sucre est disponible, mais maintenant se pose le problème de l'accessibilité. Mais fort heureusement, le ministère du Commerce est là, l'État central est bien représenté et la compagnie sucrière également est là. Donc l'ensemble des acteurs sont là, ensemble, nous allons échanger pour trouver des solutions et éviter tout dysfonctionnement dans la distribution du sucre. Cette journée porte ouverte a été l'occasion pour la compagnie sucrière sénégalaise de montrer ses installations et ses investissements qui visent à atteindre une production annuelle de 220 tonnes de sucre, assurant ainsi une sécurité alimentaire. Momar Alice Nyon, parlons également de ce
problème. Donc retenez que les citoyens appellent à plus de sensibilisation après l'annonce de l'arrestation de plusieurs personnes censées évoluer dans un réseau de propagation ou de contamination du virus VIH-Sida. Selon eux, l'État doit prendre les devants, communiquer davantage sur cette situation. Les responsables de famille sont également interpellés par les citoyens. Dans ce reportage que nous propose Elisabeth Grastine et Mafalfal. Devant le centre de transmission sanguine, nous avons tendu le micro aux citoyens. L'affaire de la transmission volontaire du VIH est l'un des sujets les plus évoqués ces derniers jours. Pour ce jeune homme, étudiant à l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'État doit prendre les devants à travers les campagnes de sensibilisation. Les personnes qui sont contaminées et qui consciemment sont parties pour contaminer d'autres personnes, donc je pense que c'est un acte c'est un acte de malfaiteur. Donc je pense que l'État doit prendre ses responsabilités en sanctionnant ces gens-là et aussi les demander les informations nécessaires pour savoir où s'arrête peut-être la chaîne de transmission. Cette jeune dame estime que la sensibilisation doit commencer dans les maisons. Au fait, pour moi, Pour moi, la sensibilisation commence dans les maisons. Ce sont les parents d'abord, surtout nous les femmes. Il y a une manière de parler à son enfant, de le sensibiliser, de lui dire de faire attention parce que le monde est dangereux. Et puis, quand on atteint un certain âge, on ne doit pas attendre qu'on nous le dise. Il faut, de temps en temps, vérifier son état de santé. Pour moi, du côté de la santé, avec le ministère de nous sensibiliser. Cet autre étudiant en philosophie lui pense qu'il faut remonter la chaîne pour stopper la transmission volontaire. Bon, l'État devrait poser des actes comme ils l'ont fait avec le coronavirus. Suivre les cas de personne en personne et essayer d'identifier les personnes qui portent cette maladie et qui ont été en contact avec les personnes infectées. C'est le seul moyen de pouvoir identifier exactement où se limite le cas de contamination. Certains citoyens demandent à l'État d'agir vite avec des campagnes de sensibilisation. D'autres rappellent que chacun doit prendre ses responsabilités, surtout les responsables des familles. Elisabeth Grastine, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, lors de son face-à-face avec la presse, a estimé que certains étudiants sont manipulés par une partie de l'opposition. Il estime également que les policiers n'ont pas franchi les franchises universitaires. Selon lui, le campus social est comme un quartier de Dakar. Le décret est clair. Il estime qu'hormis les campus pédagogiques, entre autres endroits, le campus social donc exclu des franchises universitaires. Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il est ici au micro de Barzon. Le profil des leaders du mouvement étudiant, il faut oser l'avouer, c'est un problème dans nos universités. Si je prends un exemple, un des leaders les plus en vue du collectif des amicales de l'UCAD, c'est un étudiant qui a 31 ans, qui n'a pas encore terminé son master. Et il a fait 10 ans à l'UCAD depuis 2016. Pour des études de master qui doivent durer 5 ans, on ne peut pas faire 10 ans et continuer à diriger le mouvement étudiant. C'est des questions sur lesquelles nous devons avoir le courage de discuter. Il est également établi que certains dirigeants d'étudiants subissent des influences extérieures, plus particulièrement l'influence de politique. Autre chose que je dois préciser à l'endroit des Sénégalais, c'est que les franchises universitaires n'ont jamais été violées par l'État. L'article 2 de la loi 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires est très clair. Le campus social n'est pas pris en compte dans les franchises universitaires. Et beaucoup de nos compatriotes
font cette erreur. Le campus social, c'est comme un quartier de Dakar. L'opposition n'a pas tardé à réagir par le biais de Abdourahmane Maïga, directeur des structures du parti La République des Valeurs. Il estime que le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de proférer des accusations gratuites, dénuées de tout fondement juridique. Selon lui, l'opposition n'a rien à voir avec cette histoire. Il promet d'ailleurs une réponse à cette accusation. Abdourahmane Maïga, directeur des structures du parti La République des Valeurs, est joint par Iradio. En fait, le ministre n'a fait que reprendre les accusations du Premier ministre, Sonko. D'ailleurs, même nationalement, moi, j'ai été sidéré lorsque je l'ai entendu faire de telles déclarations qui sont d'une extrême gravité. Rien de plus surprenant que le ministre de l'Enseignement supérieur reprenne ces accusations qui n'ont aucun fondement juridique, qui n'ont aucune base, qui ne reposent sur absolument rien du tout. Et même rien d'étonnant, parce que les étudiants ont décidé même de porter plainte, d'ester en justice pour le délit de diffamation contre le Premier ministre. Parce que c'est de telles accusations infondées, je vous dis, qui ne reposent sur absolument rien, n'ont pas de raison d'être. Donc aujourd'hui, c'est parce que justement c'est un constat d'échec que voilà, et de vouloir jeter le discrédit sur l'opposition, voilà, en vouloir donc les accuser donc d'être disons ceux qui tirent les ficelles, voilà, qui sont là en train de manipuler les étudiants. Donc nous estimons que de toute façon l'opposition prend acte et ne manquera pas, en tout cas en tout cas de cause, donc de réagir par rapport à ces accusations d'une extrême gravité. Et portuaire 2026 dans un contexte marqué par la mise en œuvre du plan de repositionnement, la vulgarisation de la stratégie nationale portière, mais également l'accélération de la digitalisation des services portières. Le directeur général du port autonome de Dakar ambitionne de faire de cette infrastructure un hub national. Un avis partagé également par le ministre des Pêches et de l'économie maritime qui estime que d'importants efforts doivent être mis en place pour atteindre cet objectif. Le Mali était l'invité spécial de cette rentrée portuaire de l'année 2026. Deya Alifal et Mafalfal. Placée sous le sceau de la vision Sénégal 2050, la rentrée portuaire 2026 du port autonome de Dakar, marquée par la présentation du plan de repositionnement 2025-2029 et l'adoption d'une nouvelle approche systémique, le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, interpelle l'ensemble des acteurs portuaires et institutionnels sur la nécessité de renforcer la sécurité des corridors. Le développement du cabotage maritime comme fluvial constitue également un levier stratégique majeur pour désengorger les axes terrestres, réduire les coûts logistiques, renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et promouvoir une logistique plus durable. Mais cette ambition ne peut pleinement se réaliser dans un environnement sûr et sécurisé, notamment sur les corridors terrestres. Face aux menaces liées à l'extrémisme violent dans certaines zones de transit, il est impératif de renforcer la sécurisation des corridors dans un esprit de coopération régionale, de solidarité et de responsabilité partagée entre États. Pour faire du Sénégal un hub portuaire, industriel et logistique de référence, il est nécessaire de désengorger le port, améliorer la fluidité des corridors Dakar-Bamako, souligne la ministre des Pêches et de l'économie maritime du Sénégal. Les enjeux à venir nous imposent d'aller plus vite, plus loin et plus fort, à savoir désengorger durablement le port de Dakar, réussir le développement du port de Ndayane, améliorer la fluidité des corridors, notamment Dakar-Bamako, renforcer la logistique multimodale et positionner durablement le Sénégal comme hub maritime et logistique de référence en Afrique de l'Ouest. Invité d'honneur de cette journée, la ministre des Infrastructures et des Transports du Mali, Madina Dembélé Sissoko, rappelle que cette rentrée portuaire représente une opportunité pour consolider la coopération dynamique et multiforme entre le Mali et le Sénégal. Il me plaît de rappeler que le port autonome de Dakar occupe une place importante dans la stratégie malienne de diversification des voies d'accès à la mer, d'où l'intérêt stratégique que représente cette infrastructure pour nos deux pays.
Nous vous réitérons notre disponibilité de poursuivre cette coopération dynamique et multiforme. L'événement particulier qui nous réunit aujourd'hui, en plus d'être une occasion pour prouver le caractère particulier des liens solides entre nos deux nations, est une opportunité pour renforcer les relations commerciales entre les acteurs portuaires sénégalais et maliens. La cérémonie a été marquée par la séquence consacrée au contrat d'objectifs pour l'année 2026 impliquant les responsables de direction. Plusieurs défis restent cependant à relever selon les acteurs. La concentration logistique excessive, le déficit de digitalisation des procédures administratives, les sous-investissements, entre autres, autant de chantiers qu'il faut attaquer au plus vite. Yali Fall, parlons tout à fait d'autre chose. Agnorons, les habitants ont décidé de s'organiser. Objectif, embellir la ville, mais également faire connaître cette localité. Selon eux, aucun panneau ne précise qu'il s'agit bien sûr de la ville de Nioro en entrant ou en sortant de cette localité. Une anomalie qu'ils comptent rectifier à travers une association dénommée Nioro Ma Ville, une initiative citoyenne qui se veut inclusive. C'est Koudialo et Assoumay. C'est dans un constat amer que dressent les habitants de Nioro du Rip, à l'entrée comme à la sortie de la ville, aucun édifice public, aucune structure ne vient accueillir les visiteurs. Pourtant, Nioro est l'une des localités les plus chargées d'histoire et de culture au Sénégal. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire et culturellement riche, mais presque rien ne le démontre à travers des représentations. Même pas de panneau de bienvenue. Face à ce vide, les citoyens ont décidé de prendre les choses en main. Ils se sont mobilisés autour du collectif Nioro Ma Ville pour lancer des projets d'embellissement. L'objectif, rendre la commune visible et attrayante. Nous nous sommes organisés pour mettre en place des infrastructures comme un panneau de bienvenue à l'entrée. Cela permettra de rendre visible la ville. Sans partenaire financier pour le moment, le projet repose sur la solidarité locale. Les initiateurs lancent un appel vibrant aux populations, mais aussi aux autorités municipales pour un accompagnement technique et financier. Au-delà de la signalétique, Nioro Ma Ville ambitionne de rénover l'ensemble des places publiques pour redonner son lustre d'antan à cette cité historique. À Rufisque, plusieurs enfants ont été formés sur le mécanisme de signalement et d'autoprotection. Un atelier qui entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre les vulnérabilités liées aux enfants. Le service départemental de l'action sociale estime qu'il s'agit d'une importante activité. L'objectif est clair, mieux protéger les enfants. Voici les explications de Raki Falsek et du service départemental de l'action sociale de Rufisque. Écoutons au micro de Babacar Sek. Cet atelier est à but préventif. C'est à but préventif parce que nous pensons qu'en tant qu'acteur clé de la protection, ces enfants doivent être outillés pour s'autoprotéger d'abord avant qu'on en arrive à la prise en charge. La prise en charge d'habitude, elle est très lourde parce qu'elle nécessite vraiment toute une panoplie d'activités de prise en charge et ça a un coût et c'est très difficile. Donc avant qu'on en arrive là, on pense qu'il est nécessaire de sensibiliser par rapport à la protection des enfants sur toutes les sortes de vulnérabilités, à savoir la violence physique, la violence sexuelle, les abus sexuels. Et récemment, ce qu'on voit, c'est les violences liées au numérique et au changement climatique. Vraiment, nous nous évertuons vraiment à continuer cette sensibilisation dans ce sens-là. Essayer d'outiller les enfants, les cadres d'enfants. Nous ne pouvons pas vraiment atteindre tous les enfants, mais que ces enfants servent de relais par rapport à leur père pour continuer la sensibilisation au plus bas niveau. Toujours signaler, c'est vraiment ce que nous prônons, vraiment. Parce que si nous ne sommes pas au courant de ces dérives, nous ne pouvons pas agir. Donc nous insistons pour que ces cas puissent être signalés et pour qu'ils puissent être pris en charge à temps.
Parce qu'il y a des services qui sont là, dédiés à la prise en charge et qui sont affiliés à la justice. La MO est là, les centres de prise en charge sont là. Donc lorsqu'un enfant est en danger, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de le mettre à l'abri. Raki Sek, lui parlons de cette 23e édition du Dakar. Le Dakar, celui-ci, c'est le Dakar de Fass Gueye. Différencié avec le Dakar de Madina Gounan, c'est dans le département donc de Mbour, un événement fondé par donc l'illustre disons Thierno Mansour Baro, donc qui demeure fidèle à ses valeurs. L'événement a pour ambition donc de mieux promouvoir le soufisme, mais également un retrait spirituel pour prier, faire des prières pour la paix et concorde dans le pays. Je propose de suivre ce compte rendu signé Moudagakan. Ce rassemblement est placé sous la direction de Thierno Cheikh Ahmadou Tidiane Baro, calife de la famille de Thierno Ahmadou Baro, radiallahu anhu. À l'instar de celui de Médina Gounass, ce Dakar ne déroge pas à la règle de l'ascèse. Il s'agit de tourner le dos aux influences néfastes de l'ego afin de chercher la connexion pure avec le Seigneur. Le fait de se rassembler ici pendant quelques jours, 5 jours, dans cette brousse, pour au moins avoir une connexion avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter de tous les problèmes donc mondains, s'écarter de la vie donc mondaine, s'écarter donc des futilités, venir ici en quelque sorte se ressourcer ici, avoir aussi une connexion avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Les recommandations de Thierno Malik Baro, représentant le calife, sont sans embâche. Elles appellent à cet esprit de pieuse privation et de discipline intérieure. Nous lançons aux pèlerins donc de respecter les recommandations que Thierno Malik Baro a recommandées à tous les fidèles. C'est-à-dire que donc prier ensemble, faire la wazifa ensemble, ceux qui mémorisent le Coran, réciter le Coran entier pendant 24 heures, ceux qui peuvent donc réciter 12 000 salatul fatihi en 24 heures, au moins la moitié 6 000, au moins le quart 3 000 salatul fatihi. Et aussi ceux qui peuvent aussi réciter aussi un doigt appelé aussi Hizbou Seyfiou. Donc on les a recommandé de réciter ça 41 fois donc pendant les 24 heures. S'écarter aussi de toutes les discussions donc liées à ce monde-là non essentiel, discussions politiques, discussions de futurité. Donc se concentrer essentiellement sur ce qui nous a amenés ici. En attendant la clôture du Dakar prévue le vendredi 13 février, les fidèles profitent bien de ce cadre naturel et naturant pour se rapprocher davantage de Dieu. Ils s'unissent dans la prière pour la paix au Sénégal et pour l'ensemble de la Oumma. Et puis cette triste information le rappelle à Dieu, le journaliste, la RFM, Georges Détié, Diop parti très tôt, donc Georges Détié qui nous a quittés ce matin, juste après le journal de 7h, grande voix, la radio référence modèle dans le secteur des médias, journaliste humble, très discret, très effacé, Georges Détié Diop qui nous a donc quitté, originaire de Ndiaga Niaou, le journaliste donc, est décédé au nom du groupe Futur Média par ma voix. Nous adressons donc nos sincères condoléances à sa famille, mais également au groupe GFM, donc notamment à tous les travailleurs de la RFM, une radio qui a façonné, une radio également qui a offert, disons, toute sa vie. Et Georges Détié Diop, que je vous rappelle, juste après son journal de 7h, a donc rendu l'âme, lui qui a consacré sa vie pour ce métier, le journalisme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV.